Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir maître Louise Ménard sur Fleurs d'avocat. Louise est originaire de Thouars, dans les Deux-Sèvres, et est avocate au barreau de La Rochelle depuis 2011. Spécialisée en fiscalité patrimoniale, elle est aujourd'hui associée chez Fidal. Je suis heureuse que Fleurs d'avocat reçoive des avocats de partout en France, mais aussi des avocats ayant des personnalités variées. Peut-être même que Louise vous donnera envie de vous installer dans l'Ouest. Merci à maître Arthur Sauzet de m'avoir dit du bien de Louise, et bonne écoute. Bonjour Louise Ménard, merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Bonjour. Alors Louise, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate. Alors moi, avocat, ça a toujours été un métier qui m'a attirée, de très jeune déjà. J'ai effectivement effectué mon stage de troisième dans un cabinet d'avocats généraliste dans la ville de Thouars, d'où je suis originaire, d'où sont originaires mes parents. Donc du coup là c'était plus du droit de la famille, droit pénal. Ça m'a confortée dans l'idée effectivement d'être avocate. Et vous vous souvenez de qu'est-ce que ça représentait pour vous, avocat ? À l'époque, c'était vraiment l'image de la robe, la plaidoirie. Effectivement, aider les gens dans le besoin, dans la difficulté. Bon, au final, effectivement, j'ai pris une voie un peu différente, mais au début, c'était ça. C'était vraiment l'image que j'avais du métier d'avocat. Et donc ce petit stage vous conforte dans cette idée, ça se passe bien avec l'avocat? C'était un stage d'observation? Oui, c'était un stage d'observation, c'était beaucoup de lecture de dossiers, on ne pouvait pas assister à beaucoup de rendez-vous, un petit peu d'audience, mais non, c'était surtout de la lecture de dossiers, d'observation. Donc quand vous finissez le lycée, c'est une évidence que vous partez vers du droit. Voilà, c'est une évidence. Il y a un autre métier aussi qui m'attirait énormément, c'était le journalisme. Sauf que journalisme, la voie est peut-être un peu moins simple ou moins tracée que avocat, où c'est fac de droit, école des avocats. Et ensuite, je ne souhaitais vraiment pas vivre sur Paris. Donc c'est vrai que journalisme, il faut commencer... beaucoup à Paris. Donc effectivement, j'ai préféré m'orienter vers le métier d'avocat. Et comment se sont passées vos études de droit ? Très bien. Faculté de droit à Poitiers. Donc j'ai tout fait à Poitiers. Donc pareil, avec les premières années, dans l'idée d'être plutôt avocat, droit de la famille, pénaliste. Donc j'ai fait un stage d'1 mois en troisième année auprès d'un avocat du barreau de Poitiers, maître Ndongo, qui effectivement intervient beaucoup en pénal et droit de la famille. Et c'est vrai que du coup, la même année, en troisième année, j'avais commencé à découvrir des matières de droit des affaires, notamment le droit fiscal. Et à l'issue de mon stage, je me suis dit que finalement, plutôt que de faire un master carrière judiciaire, je souhaitais plutôt faire un master droit des affaires. Qu'est-ce qui a joué là-dedans ? Alors, peut-être le côté un petit peu factuel du métier d'avocat, pénaliste, droit de la famille, peut-être la dimension peut-être un peu trop psychologique, et le fait qu'on soit beaucoup en audience, beaucoup de délais d'attente, voilà. Donc c'est vrai que comme j'avais découvert des matières de droit des affaires qui m'avaient intéressée, même de manière surprenante, je me suis dit que c'était peut-être le moment, avec le stage, de plutôt partir dans la voie de droit des affaires. Donc en fait, le stage que vous avez fait donc en droit privé encore, oui. Là vous avez découvert certains aspects du métier, les déplacements, les audiences, les relations avec les clients, et vous vous avez dit je sais pas si je suis très confortable avec ça. C'est ça, exactement. Et en parallèle, et vous dites que vous avez été surprise par le fait d'aimer les matières de droit, plus de droit des affaires. Pourquoi surprise ? Parce que je pense qu'au début, le droit fiscal, quand on commence la fac de droit, on se dit pas que ça va être une matière passionnante et qui va nous plaire. Et en plus, je crois qu'en troisième année de mémoire, c'est par défaut que j'ai pris l'option du module 3, vraiment le dernier, droit fiscal. J'ai dû commencer même une autre matière au début d'année, puis je sais pas, du coup je suis partie sur le droit fiscal, mais vraiment par défaut, et finalement j'ai eu un professeur qui était passionnant, avec vraiment du coup une obligation d'aller chercher l'analyse juridique, d'aller vraiment sur le plan technique, de vraiment devoir avoir des compétences, et ça m'a plu. Et en parallèle, du coup,
coup, voilà, les matières qui pouvaient présenter des éléments un peu plus factuels ont commencé un peu moins à m'intéresser. Et le stage, du coup, m'a conforté dans l'idée que finalement, le droit des affaires me plaisait. Et puis après, faut pas se cacher, sur le marché du travail, il y a énormément d'avocats qui sont dans ces matières à la fois droit pénal, droit de la famille. Et on nous dit également à la fac que c'est compliqué aussi de vivre de ces matières-là. Et c'est vrai que voilà, du coup ça a été un ensemble de facteurs qui ont fait que j'ai choisi du coup master droit des affaires à Poitiers toujours. Donc j'ai poursuivi et à l'issue du master j'ai postulé pour le DJCE, donc diplôme de juriste et conseil en entreprise. Donc à l'époque il y en avait 10 en France, donc moi je suis rentrée à celui de Poitiers. Du coup, voilà, on avait toutes les matières de droit des affaires. C'est un diplôme qui est super parce que très complet. On a autant de droit du travail que du droit des sociétés, que du droit fiscal. Et du coup, à la fin de ce Master 2, on fait un certificat de spécialité dans une des matières. Et on part un mois à Montpellier. Donc les 10 JCE de France se retrouvent pendant un mois à Montpellier. On ne fait que la matière en question. Et on passe un certificat de spécialité. Et vous avez choisi le droit fiscal ? Même pas. J'ai choisi droit des sociétés. Comme quoi, j'ai choisi effectivement droit des sociétés. Et puis, c'est effectivement pendant des stages que j'ai fait en droit des sociétés où finalement je me suis rendu compte que j'aimais autant, voire plus, le droit fiscal. Donc en fin de compte, je suis partie sur... Qu'est-ce qui vous plaisait dans le droit fiscal justement ? Alors moi, ce qui me plaît dans le droit fiscal, alors mes collègues du droit des sociétés seront pas forcément très contents. Ce qui me plaît, c'est le fait qu'on arrive en amont. Enfin, en tout cas, dans moi, la spécialité de fiscalité que je fais, donc moi, j'interviens exclusivement en fiscalité patrimoniale. Et en fait, on intervient très en amont sur toute l'ingénierie patrimoniale fiscale. Et de cette intervention découlent ensuite les actes juridiques. Donc on va être à l'origine du schéma de restructuration, et après évidemment on collabore avec les autres départements à qui on dit bah voilà, on a imaginé cette restructuration là, donc il faudrait constituer une société holding, il faudrait faire un apport de titres, mais c'est vrai qu'au début on part d'une feuille blanche, et voilà, moi c'est ce côté-là que j'aime bien pour le droit fiscal, et j'aurais pas pensé ça quand j'ai commencé le droit fiscal en 3e année. Je pense que moi j'étais nulle en droit fiscal. Je crois que mes notes en droit fiscal, j'ai eu 2 semestres de cours de droit fiscal. Je crois que mes notes c'était 5 et 6 au semestre, effectivement, quand j'y pense. Bref. Mais c'est sûrement une des matières mal connues, méconnues, et avec un a priori tellement négatif, tellement on va s'ennuyer. Rébarbatif, c'est ça, exactement. Que presque quand on y arrive, on sait qu'on va s'ennuyer. Enfin, c'est presque déterminant finalement la réputation de la matière par rapport à... C'est ça, c'est pour ça que voilà, c'est pas toujours... C'est assez rare quand on rentre à un fac de droit qu'on entende les étudiants dire je veux être avocat fiscaliste. Et quand vous terminez, est-ce que vous avez fait d'autres stages que ce stage de 1 mois en fin de 3e année ? Alors j'ai fait en master 1 stage, on avait 2 mois de stage obligatoire, donc j'ai fait au sein du cabinet TEN France droit des affaires du coup à Poitiers, plutôt droit commercial, droit des sociétés, et ensuite stage des JCE également, on avait 2 mois de stage. Et c'était obligatoire ? Obligatoire aussi. Ouais. À la Sorbonne, je crois pas que les stages soient obligatoires en fin de master 1. En fin de master 2, non, oui, fin de master 1, je pense pas. Je pense que c'était facultatif. Donc là, j'ai fait 2 mois de stage, mais l'été, c'était juin, juillet, c'était facultatif. Par contre, au DJCE, c'était obligatoire. Mais ça, c'est hyper important. Parce que je trouve que les stages, c'est vraiment ce qui permet... Enfin, moi, déjà, c'est ce qui m'a permis de, du coup, pas faire carrière judiciaire. Et le 2e stage, Master 1 et Master 2, ça m'a permis, je pensais faire droit des sociétés. Finalement, je suis partie en droit fiscal. Donc, c'est quand même hyper important pour découvrir le métier. Il n'y a rien de mieux que de faire des stages. Et comment vous aviez... Enfin, vous vous souvenez de comment vous aviez trouvé vos stages ? Est-ce que... À Poitiers, TEN France, c'est un cabinet où ils sont un grand nombre d'avocats, et c'est vrai qu'ils sont une 50aine d'avocats, donc ils prennent beaucoup de stagiaires. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage, en postulant en candidature spontanée. Puis après, ils étaient d'accord pour me reprendre pour le stage de DJCE. Et du coup, j'ai fait également chez eux le stage de 6 mois en alternance quand j'étais à l'école des avocats. Donc c'était bien parce que ça m'a fait quasiment 1 an de stage complet en droit des affaires avant de vraiment exercer.
Donc, je suppose que si vous avez eu envie d'y revenir 2 fois après votre premier stage, c'est que ça se passait bien aussi avec les collaborateurs et les associés qui vous encadraient. Ouais, non, vraiment, c'est un très très bon cabinet. Sur le plan technique, sur le plan du développement, c'était très bien. On travaille en plus avec plusieurs avocats. Donc, du coup, ça permet effectivement de voir d'autres matières, de voir comment ça fonctionne. Et du coup, non, c'était très intéressant. Et le CRFPA comme une évidence? Du coup, effectivement, dans la foulée, on finit. Alors, DGCE, c'est assez dense. On pouvait, à l'époque, en tout cas, on ne pouvait pas suivre la prépa du CFPA parce qu'on avait cours le samedi matin. Donc, on avait vraiment cours énormément, tout le mois de juin à Montpellier, du coup. Et du coup, il nous explique qu'il faut passer début septembre le concours d'avocat. On n'a pas fait une note de synthèse de l'année parce qu'on ne peut pas. Et du coup, à l'époque, à Poitiers, il y avait une prépa accélérée fin août de 15 jours. Où là, on enchaîne 4 notes de synthèse de 5 heures par jour pendant 4 jours. Donc, c'est un peu écœurant, mais bon, surtout pendant les vacances d'été. Et du coup, on se dit comment en 15 jours on va pouvoir préparer un concours comme ça. Et en fait, je pense que DGCE fait qu'on accumule tellement de connaissances de matière que finalement, on a une capacité à mémoriser et à apprendre qui est quand même assez importante. Du coup, 15 jours de prépa et effectivement, CFPA dans la foulée au mois de septembre. Avec du coup plutôt un choix sur les matières droit des affaires. Et vous avez bien aimé l'école? Oui. Après, j'ai trouvé que donc nous, on a eu première partie d'école, c'était 6 mois de 6 mois d'école, donc on avait que 2 jours par semaine, ce qui m'a permis, ce qui était intéressant, c'est que je faisais un stage. J'étais en alternance les 3 autres jours de la semaine, donc pendant 6 mois, j'ai continué chez Cabinet Ten France. Ouais. Voilà. Ça, c'était intéressant parce que ça permet de travailler et puis de garder plutôt que d'avoir 3 jours où effectivement on n'a pas de cours. Par contre, j'ai trouvé que l'école d'avocat, c'est très orienté judiciaire. Famille pénale, enfin en tout cas à l'époque c'était comme ça. Du coup, j'étais contente de faire un stage en alternance parce que ça évite de perdre trop de connaissances et de compétences en droit des affaires parce que vraiment c'est très très axé procédure et pénale et famille. Donc du coup, c'était bien de faire. On a juste, à l'école des avocats, il y a juste, je crois, deux sessions par an de droit des affaires où on choisit et pendant 10 jours, on a des cours de droit des affaires, mais sinon, c'est vraiment orienté à très procédure. Et... Du coup, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que Zoé Pohin, qui était mon invitée dans le 3e épisode, je crois, de Fleur d'avocat, elle a aussi fait son école à Poitiers. Et elle, pour le coup, ça a été une découverte du métier et du judiciaire, notamment. Et ça a été un peu un déclic pour elle. Mais c'est vrai que si c'est pas ce vers quoi on veut se porter et si c'est pas son déclic, je suppose que c'est... Et donc pareil, le stage final se poursuit bien parce que vous connaissez bien ce cabinet. Alors du coup ça c'était le stage que j'ai fait en alternance pendant les 6 premiers mois d'école. Ensuite à l'issue de ces 6 mois d'école on part 6 mois en PPI, donc projet personnel individualisé, donc là hors cabinet d'avocat. Là je l'ai fait chez un mandataire judiciaire à Poitiers qui s'occupe du coup tout ce qui est procédure collective. Et à la suite de ce PPI... Et vous vous souvenez pourquoi vous avez choisi en procédure collective un mandataire judiciaire ? Je pense que c'est ce qui se rapprochait le plus de la matière de droit des sociétés. Parce qu'à l'époque, j'étais plutôt droit des sociétés. Du coup, effectivement, il fallait trouver un stage qui n'était pas un cabinet d'avocat. Et en même temps, je voulais rester dans le domaine dans lequel je souhaitais travailler après. Donc mandataire judiciaire, c'était intéressant. Et puis c'était intéressant parce qu'on le voit aujourd'hui, on a malheureusement des entreprises qui sont en difficulté et ça permet du coup d'avoir quand même des bases sur les étapes des procédures collectives, comment ça se passe, les relations avec les créanciers, les salariés. Donc c'était intéressant, c'était complémentaire. Après, je sais pas si c'est opportun que le stage PPI qui se fasse hors cabinet d'avocat soit de la même durée que le stage final qui est de 6 mois en cabinet d'avocat. Je pense qu'un stage de 2-3 mois pour découvrir autre chose que le métier d'avocat serait suffisant plutôt qu'un stage de 6 mois. Donc ça, c'était mandataire judiciaire 6 mois. Et ensuite, le stage final. Et stage final que je n'ai pas souhaité faire chez Ten France parce que je souhaitais changer un peu de cabinet parce que j'avais fait quand même tous mes stages là-bas. Et donc, stage final, je suis partie à Bordeaux. Changer un peu, dans une SCP d'une dizaine d'avocats, d'Aurel Benon, qui aujourd'hui d'ailleurs a été racheté par Ten France. Et du coup, c'était intéressant. Là, j'ai fait plus de droit fiscal, plus de procédures, de contentieux. Du coup, 6 mois de stage. Pareil, qui s'est bien passé. Oui, qui s'est bien passé. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaisait justement au niveau de comment ça fonctionnait ? Après, c'est là que j'ai commencé à avoir plus de rendez-vous, à être présente au rendez-vous avec les clients. Donc là, on commence à avoir un côté relationnel qui débute, ce qu'on n'a pas toujours quand on est stagiaire. Du coup, voilà, après de plus en plus de rédaction, de procédures, donc c'était intéressant. Puis c'était bien, c'était aussi une plus petite structure, donc ça permettait de voir
de voir un cabinet à effectifs plus réduits. Et ça vous a plu, ce genre d'effectif? Oui, c'était bien. Genre de structure? Ouais, c'était bien, effectivement, un genre de structure. Il y avait une petite dizaine, du coup, c'était intéressant. Le côté humain, je suppose, le fait de connaître tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Un peu effectivement, ouais. C'était effectivement... c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me plaît plutôt bien chez Fidal, puisque il y a effectivement le côté bureau où on est une vingtaine dans l'effectif, donc tout le monde se connaît, tout en faisant partie d'un réseau national, d'un cabinet national avec tous les moyens que ça peut offrir. Et justement, Fidal, est-ce que vous avez rejoint la maison en sortie d'école? C'est ça, effectivement, en sortie d'école, il y avait une offre pour il cherchait un avocat en droit fiscal au bureau de La Rochelle, Fidal La Rochelle, et donc du coup j'ai postulé en sortant d'école. Enfin, du coup, au mois de juin pour commencer à l'automne. Et du coup, voilà, j'ai été prise ici. Vous avez postulé qu'ici? Non, j'avais postulé à l'époque sur Bordeaux, essentiellement sur Bordeaux, et ça n'a pas donné grand-chose sur Bordeaux. Donc du coup, après, il y a eu l'offre qui est sortie à La Rochelle, ville que je connaissais pas beaucoup, voire pas du tout. Et puis après, pour des raisons familiales, La Rochelle était bien placée, puisque mon mari travaille dans les assurances à Niort. Enfin, lui, il était diplômé en droit des assurances, donc il savait qu'à Niort, il n'y aurait pas trop de difficultés pour trouver. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit La Rochelle... Et comment se passe ce début de collaboration? Eh ben, ça passe bien, très bien. Donc je suis recrutée donc au sein du département droit fiscal. Donc c'est Nicolas Ferraud, qui est aujourd'hui directeur du bureau de La Rochelle, qui me recrute. Ça se passe plutôt très très bien. Très rapidement, je suis orientée plutôt fiscalité patrimoniale, parce que je pense que c'est la typologie de dossier qu'il pouvait avoir et sur lequel il me faisait travailler qui a fait qu'effectivement j'ai très rapidement été dans cette matière-là et ça m'a plu tout de suite et ça me convient parfaitement. Voilà, ça commence comme ça et puis après on progresse, on prend de plus en plus d'indépendance et voilà. Vous avez développé une clientèle personnelle ou... Chez Fidal, du coup, on n'a pas de clientèle personnelle. Ah oui, c'est vrai que vous êtes alors, salarié. Initialement, on arrive, on est salarié, on est recruté collaborateur salarié, donc on n'a pas de clientèle personnelle à proprement parler. Après, il y a effectivement il y a une demande et une volonté de développement. Hein. Ça, effectivement, il faut aller chercher des clients, il faut développer, il faut faire connaître... au niveau local, il faut se faire connaître. Donc, il y a quand même effectivement un gros travail de développement à faire, alors qu'on demande, qui est demandé au fur et à mesure de l'expérience. Moi, très rapidement, j'ai fait partie de clubs d'entreprise, de réseaux, d'associations locales. Et vous pouvez nous en parler de ça, justement? Est-ce que c'était parce que vous sentiez que la maison vous accompagnait là-dedans, ou est-ce que c'était une curiosité personnelle, une envie de... Alors, je pense parce que c'est surtout Nicolas Ferraud, avec qui je travaille, qui fait énormément de développement, qui a énormément de relationnel avec beaucoup de partenaires, des banquiers, des experts comptables, du coup des clubs d'entreprise. Je pense que du coup ça incite, quand on voit effectivement l'associé pour qui on travaille faire effectivement ces démarches. Après, effectivement, moi j'ai été complètement soutenue dans ces démarches et du coup progressivement c'est comme ça que ça se fait. Donc après, ça commence par des extériorisations gratuites, des petits déjeuners en partenariat avec des banques, des experts comptables, notaires. Et puis après, effectivement, on adhère à des clubs d'entreprise. Et ça vous a plu tout de suite, ça? Oui, moi ça m'a plu. Alors au début, c'est pas forcément évident, hein, quand il faut parler devant 30 chefs d'entreprise. Oralement, faut être à l'aise. Vous vous souvenez de vos premières fois? Ouais, les premières fois, c'était assez stressant. Là, on a recruté Marlène, qui est arrivée, la junior dans le département depuis quelques temps. Quand je la vois la veille d'une intervention, je me revois comme j'étais effectivement à l'époque. Ça, c'est vraiment, faut en faire. Il y a un jour où ça y est, ça fait absolument plus rien de parler en public, on arrête les tocs de langage, on arrête de bégayer, mais c'est vraiment, faut en faire, pour que ça devienne naturel. Et ce qui est pas, après, il y a des gens qui ont effectivement une aptitude plus que d'autres, mais voilà. En fait, je me rends pas compte, moi ayant été toujours à Paris, en fait, je pense que la manière d'exercer, de développer est très différente. Je pense, effectivement, oui. Donc, je pense que vous êtes... Enfin, à Paris aussi, je pense qu'ils sont très impliqués dans le tissu d'entreprise, mais je pense qu'en région, c'est encore plus fort. Et ce que vous me dites des tissus, des associations entrepreneuriales, etc., ça me... Effectivement, je pense qu'on a moins de hiérarchie. Dans un bureau, moi je le vois, hein, dans un bureau comme La Rochelle, c'est moins hiérarchisé.
il y a un peu plus de place du coup pour les jeunes qui arrivent et du coup on les laisse prendre plus d'initiatives peut-être que quand on a effectivement 4 ou 5 grades au-dessus de l'avocat avant de pouvoir. Donc c'est vrai que moi très rapidement, au bout de 3 mois, on me demandait de faire des conférences, des petits déjeuners sur la loi de finances, avec du coup avec Nicolas qui était présent hein, bien évidemment au début, mais effectivement dès le début on nous lâche un peu et puis de toute façon il faut développer et puis il faut donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être, on a même tout de suite un contact clientèle, on voit les clients, on les a au téléphone, on gère en direct pas mal de sujets avec eux, les lettres de mission, les honoraires, ce qui n'est pas forcément le cas, enfin en tout cas c'est pas ce que je pouvais forcément entendre des avocats qui étaient avec moi au DJCE et qui exerçaient à Paris, où c'était quand même assez hiérarchisé et où ils étaient beaucoup en back-office et sous-traitance avant d'avoir cette latitude-là. Et ça, pour vous, c'était important pour le Oui, coup moi c'était important effectivement. Alors c'était effectivement, alors on peut entendre et ce qui est peut-être, ce qui est possible, enfin ce qui est vrai, je pense au début que quand on commence en province par rapport à Paris, on n'est pas payé de la même façon, on a un écart de rémunération, certes, mais voilà effectivement moi dès le début j'avais un contact relationnel avec les clients, c'était pas du tout de la sous-traitance et du coup une qualité de vie sur le plan des horaires, sur le plan de voilà qui fait que l'écart de rémunération se justifie sans problème. Ouais. Et ça aussi, c'était une des raisons pour lesquelles vous vouliez pas aller à Paris, par exemple? Oui, c'était une des raisons. Alors pas tant sur le volume horaire, c'était vraiment plus moi, plus la vie parisienne qui m'attire pas plus que ça. Et du coup, voilà, c'était ça, c'était pas. Et pour en revenir au développement, est-ce que, en plus de vous encourager et le fait d'être responsabilisé en ce sens par votre associé, est-ce que Fidal vous accompagne dans les Oui. compétences en fait à acquérir, je sais pas. Alors, alors sur la partie compétences techniques, effectivement, parce qu'on a un parcours de formation qui est le même dispensé pour tous les jeunes, je crois que c'est sur les 3 premières années, où on a 5 semaines de formation à suivre au siège, où là on a effectivement on a des cours qui sont dispensés par des avocats de chez Fidal. Et effectivement l'idée c'est qu'on peut venir de cursus différents chacun entre les masters, les écoles de commerce, et l'idée c'est que chacun reçoive un tronc commun de formation. Quand on est fiscaliste, on a le séminaire des jeunes fiscalistes, donc c'est 5 semaines étalées sur 3 ans, où on a des formations techniques sur tous les sujets de fiscalité, tout ce que ça peut recouper. Donc ça c'est vraiment un effort énorme du cabinet et qui est vraiment très appréciable et très important. Du coup voilà, et on traite tout, on balaye tous les sujets de fiscalité. Au moins on a tous reçu la même information et la doctrine du cabinet sur ces sujets-là. Et ça c'est vraiment très important et c'est assez reconnu de la concurrence de la part du cabinet Fidal. Donc ça déjà pendant les 3 premières années on a effectivement cette formation technique qui est dispensée. Et au-delà d'une formation technique, sur la formation finalement plus développement personnel, je sais pas, comme vous parlez du relationnel, Ouais. que Fidal c'est quand même un cabinet qui met très en avant le fait d'être implanté partout en Ouais. France, d'avoir des petits bureaux partout, et que ça justifie, par rapport aux particularités économiques de chaque région, beaucoup finalement de connaître le compétences, territoire. Hein. ouais, et de compétences entrepreneuriales finalement. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été formé aussi à ça, au-delà par votre associé, sur comment est-ce on passe sa carte, on se présente. Alors on a des formations qui sont effectivement plus sur l'aspect, on a plusieurs formations sur la relation client. Donc ça, on a effectivement, dans le cadre des séminaires de formation, il n'y a pas que des formations techniques, on a aussi des formations sur le plan relationnel, sur comment effectivement, comment faire face à un client pas content, comment parler du sujet des honoraires aussi, sur effectivement savoir comment présenter les honoraires, voilà, effectivement comment gérer une situation avec tel client. Donc ça, effectivement, on a. Alors là, du coup, on n'est plus avec des avocats Fidal, je sais. C'est un cabinet de coaching ou qui vient effectivement, et on a aussi ce type de formation. On a également des formations, ce qu'on appelle formation des formateurs, donc là où justement on nous explique quand on dispense des formations, puisqu'on a aussi Fidal Formation qui fait qu'on dispense des formations, qui du coup nous explique comment une journée de formation doit être faite, comment on doit présenter les choses. Donc on a effectivement pas que des formations techniques. Et ça, le dernier invité de Fleur d'Avocat, donc Guillaume Arrigui, enfin
l'avant-dernier maintenant, parce que hier on était jeudi, mais il est chez EY et c'est vrai qu'il m'en a parlé. Alors je me rends compte que c'est en off de l'interview qu'on en a parlé, mais il m'a dit que effectivement chez EY ils étaient assez pris en charge au niveau formation aussi, que pour lui c'était hyper important en fait de sentir qu'ils étaient dans un cabinet où ils sont encadrés, où on les invite à développer des compétences autres que leurs compétences techniques. Ils revenaient d'un séminaire managérial par exemple, etc. Pour vous, c'est pareil, c'est quelque chose que vous appréciez dans le fait d'être dans une structure comme Finale? Oui, alors moi pour l'instant j'en ai pas encore bénéficié, enfin pas énormément à part effectivement la gestion relation client. Je sais qu'il faut avoir après atteindre un certain grade. Ils ont fait cette année, ils ont développé un cursus avec HEC pour tout l'aspect management, du coup tout ce qui concerne les directeurs associés, directeurs de bureau. Nicolas a fait partie de la promotion de l'année dernière, où ils ont eu effectivement une année de formation comme ça sur tous les aspects management. Enfin, on sent que c'est quand même un sujet que le cabinet, un sujet sur lequel le cabinet fait attention et effectivement, enfin de toute façon on le voit la difficulté, et puis on le voit parce qu'on est dans un cabinet où on a des assistantes, des collaborateurs, et fac de droit on n'a absolument pas de cours de management et on est dans une entreprise qu'il faut gérer quoi. Mais vous dites que vous n'y avez pas encore eu accès, une question de grade, pourtant vous êtes jeune associé. Donc comment est-ce que... Enfin, alors d'ailleurs, vous êtes jeune associé, au bout de combien de temps vous avez été associé? J'ai été associée au bout de 5 ans. Comment ça s'est passé ce parcours vers l'association? Alors, comment ça s'est passé? Bonne question. En fait, on m'a effectivement, au bout de 5 ans, alors après, il y a aussi une question il y a une question de chiffre d'affaires. Ça c'est évident. Donc, on a réussi à développer un chiffre d'affaires qui était important et intéressant. Du coup, effectivement, au bout de 5 ans, on m'a proposé l'association. Après, effectivement, l'association, moi, je l'ai vraiment vécu comme étant quelque chose pour me féliciter en fait de l'évolution dont j'avais pu faire preuve depuis le début, puisqu'après effectivement l'association, vous faites partie, en tout cas au niveau local, de l'organe décisionnel sur le plan de la gestion du personnel, sur le plan du développement du cabinet, sur le plan de la responsabilité, puisque associé, donc on a le droit de pouvoir signer, etc. Donc du coup, voilà, moi je l'ai vraiment vécu comme étant une évolution. Mais pour autant, pour l'instant, ça n'a pas entraîné de formation sur le plan du management. Moi, j'ai pas eu, alors je sais pas ou combien d'ancienneté ou quel grade il faut avoir, puisqu'après l'association, on a d'autres grades encore qui existent, mais pour l'instant, moi, on m'a pas proposé de formation au management. Et je suppose que vous travaillez déjà avec des collaborateurs? Oui, alors, nous, on est une équipe de 4. Donc, il y a Maxime qui travaille effectivement, qui travaille avec nous au sein du département, Nicolas, Maxime. Et ensuite, là, avec Maxime, on a recruté effectivement une collaboratrice qui s'appelle Marlène, qu'on a eu en stage pendant 6 mois, école des avocats, et qui vient de prêter serment, et qu'on a recruté en CDI au mois d'octobre. Voilà. Et comment ça se passe? Bah, ça se passe super bien. Du coup, c'est pas tout à fait la première fois que vous encadrez, je suppose, parce que... Du coup, effectivement, alors on avait peut-être eu sur les années précédentes, on a eu des stagiaires de quelques mois, mais là vraiment sur 6 mois, parce qu'un stage, avoir quelqu'un pendant 6 mois, ça implique quand même de prendre le temps, de former, et puis l'idée, quand on a quelqu'un en stage pendant 6 mois, c'est de le recruter, donc c'est vrai qu'il faut savoir passer du temps, et puis faut être formateur pour eux, parce qu'ils viennent, c'est pas pour... En tout cas, c'est chouette de le voir comme ça. Voilà, c'est pas pour rester dans un bureau, donc c'est un vrai investissement. Enfin, nous, on l'avait vraiment pris comme ça. Et du coup, on est super contents. Marlène est vraiment super. Donc, vraiment dans le même état d'esprit. Donc, du coup, elle est recrutée depuis le mois d'octobre. Mais c'est pas forcément évident quand on n'a pas de formation de management. Et alors, justement, comment est-ce que vous avez vécu le fait de prendre ces nouvelles fonctions? Est-ce que vous avez en tête, je sais pas, des difficultés que vous avez... Enfin, sans que ce soit offensant pour Marlène ou autre, mais vraiment... non, franchement, j'aurais pu craindre parce que j'ai du caractère, donc c'est vrai qu'après, il faut dire les choses, mais il y a une méthode aussi pour les dire. Mais c'est vrai que non, là, ça s'est vraiment plutôt bien passé. Après, il faudrait lui demander son avis à elle, mais non, franchement, ça se passe très très bien. Et puis, on est deux à manager. Il y a Maxime également qui est sur le même strat que moi. Et du coup, on est deux à bosser avec elle, donc c'est vrai que tous les trois, il n'y a pas de... Voilà. Et vous vous souvenez, parce que souvent quand j'ai des collaborateurs, je leur demande qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi tel ou tel cabinet. Et donc là, c'est intéressant. Est-ce que vous vous souvenez de pourquoi est-ce que vous avez choisi Marlène?
Alors parce que déjà, très bon profil, hein. Il y avait double cursus des JCE, présentant très bien, à l'entretien ça s'est super bien passé. Elle est originaire de l'île de Ré, donc ça c'est important aussi, avec une situation familiale locale, donc c'est difficile de faire venir, on a du mal à faire venir des collaborateurs à La Rochelle. Donc c'est vrai que quand on l'a pris en stage, c'était également un élément important pour nous, parce que dans l'idée c'était qu'elle reste derrière, et du coup, effectivement, étant donné qu'elle a sa famille dans le secteur, voilà. Donc ça c'était important, et puis après, enfin c'est pas sur un entretien d'une demi-heure qu'on arrive vraiment. Il y a le premier Non, mais feeling, c'est mais pour ça que c'est chouette de effectivement, poser cette ouais, question si vous avez c'est un ça tout à fait. souvenir de... Ouais. Non, mais effectivement, de le début, de se sentir à l'aise avec la personne, c'est pas évident. Surtout que moi j'avais un peu ce sentiment que n'avait pas forcément Maxime ou Nicolas avec certains candidats, c'est que moi Marlène quand elle est arrivée j'avais 30 ans. Et du coup, on peut s'estimer pas très légitime ou que ça peut être compliqué de se faire respecter ou avoir une autorité. Et du coup, j'ai pu avoir ce sentiment avec des candidats qui faisait que je me suis dit, je vais avoir du mal à dire les choses, je vais pas me sentir à l'aise. Et voilà, ça c'est important. Et moi, c'était le fait que je sois pas très vieille qui pouvait me gêner d'être avec quelqu'un où j'aurais pas osé dire les choses. Vous avez eu cette impression dans certains entretiens que finalement vous n'étiez pas... Enfin, respecter, c'est un grand mot, mais vous aviez l'impression qu'on vous regardait... Pas respecter, mais disons que, je sais pas, d'avoir senti un caractère qui faisait que ça aurait peut-être été compliqué de dire les choses et voilà, de trouver. Voilà, c'était plus. Alors que voilà, avec Marlène, au moins, c'était dès le début, ça se passait très bien. Donc, et ça s'est par la suite confirmé, donc il n'y a pas eu de problème. Mais c'était le ressenti que j'avais, que n'avaient pas forcément Maxime et Nicolas, qui sont un peu plus âgés et qui sont des hommes. Et moi, je leur ai dit, je me sens pas. Ah non, mais je dis, je me sens pas. Je sens que ça va être compliqué. Voilà. Donc ça, c'est après un premier, mais un ressenti, effectivement, premier ressenti quand on a des entretiens d'un quart d'heure. Puis encore une fois, on sait pas, on n'a jamais fait passer des entretiens d'embauche. C'est pas évident de connaître les critères sur lesquels il faut. Voilà. Et quand vous dites que vous avez du mal à recruter à La Rochelle, est-ce que ça veut dire que si jamais des... Est-ce que vous avez la sensation qu'il manque des avocats à La Rochelle et que ce serait chouette qu'il y ait plus de personnes qui s'intéressent à cette ville? Pour vous, il y a des opportunités ici? Oui, alors après, je crois savoir qu'on est assez nombreux sur le barreau de La Rochelle, mais après, effectivement, sur des matières type voilà, procédure familiale, pénale, je pense que là, il y a a priori... Mais effectivement, nous, on a du mal à recruter au sein du cabinet. Quand on met une offre d'emploi, c'est compliqué pour recruter pour nous, alors que moi, j'ai du mal à comprendre dans le sens où... Alors, je sais pas si c'est le fait que c'est trop petit comme ville ou si les gens veulent d'abord commencer à Paris, mais c'est dommage parce que c'est une super ville. Enfin, c'est hyper agréable de vivre à La Rochelle et en plus c'est la possibilité d'être dans une ville qui est vraiment à taille humaine tout en bénéficiant d'une structure nationale, d'un cabinet national, quoi. Alors, moi je trouve ça juste super. Avis aux jeunes avocats maintenant. Voilà, exactement. Vous avez un témoignage d'avocate de La Rochelle. Mais c'est vrai qu'on a du mal. Pour moi, c'est aussi pour ça que c'était important d'avoir... Et ouais, quand on publie une offre d'un junior en droit des sociétés, qui reste en droit des affaires quand même la matière qui est plutôt majoritaire, un junior en droit des sociétés, si on reçoit sur 6 mois 2 CV qui sont pertinents, c'est maximum, quoi. Donc c'est surprenant. Et vous avez évoqué, donc, plus dans un contexte de relationnel et de rencontre en entretien, que vous étiez une jeune et une jeune femme. Est-ce que le fait d'être une jeune femme, est-ce que vous avez senti à d'autres moments dans votre carrière, jusqu'à maintenant, que ça a pu avoir un impact d'un côté ou d'un autre? Alors, je pense que c'est pas tant sur le fait d'être une femme, c'est plus sur la jeunesse, la crédibilité. Au début, on voit, moi je suis arrivée, j'avais 25 ans. On sent que des fois, il y a certains clients, c'est normal, hein, ils vont plus regarder l'associé ou faire attention à ce que peut dire l'associé qui a son expérience. Et effectivement, on voit, c'est plus la jeunesse qui fait qu'on peut avoir des fois du mal à être crédible que vraiment le fait d'être une femme. Après, c'est vraiment du coup l'expérience et le fait qu'on arrive à obtenir une réputation sur le plan technique qui fait qu'après, aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup moins de difficultés avec la jeunesse.
encore très vieille, mais du coup, mais ça c'est un cap, je trouve que, mais c'est comme pour le développement. Au début c'est compliqué quand on a 25 ans d'aller donner sa carte, de dire voilà, c'est, et puis ça se fait petit à petit, c'est le bouche à oreille, et puis après il y a plus de difficultés, mais c'est long, c'est très long le développement, et il y a un cap un peu à passer, quoi. Enfin, en tout cas, c'est chouette d'avoir un témoignage de jeune femme qui n'a pas l'impression d'avoir eu des sortes de bâtons dans les roues du fait de son sexe. On y arrive. Ça veut dire qu'on y arrive. Ouais, non. Là, pour avoir été associée si rapidement, pour avoir... non, là-dessus, s'il y avait eu une difficulté, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, voilà. Et comment est-ce que vous projetez les prochaines années? Est-ce que vous avez des petits challenges personnels que vous voulez relever ou des objectifs Non, bah déjà, effectivement, là, le challenge, je pense, pour les 2-3 années à venir, c'est effectivement la fonction d'encadrement. Voilà, que ça se passe bien, que, effectivement, Marlène trouve son épanouissement, arrive à développer, et puis prenne le même chemin qu'on a pu prendre avec Maxime, en développant du chiffre d'affaires, sa propre clientèle, et puis l'idée est de renouveler cette expérience, et puis d'agrandir l'équipe au maximum, de développer aussi sur le plan géographique, d'étendre notre action, mais du coup, voilà, pour les prochains défis à relever. C'est un joli défi. Pour finir, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement dans votre parcours? Alors, bonne question. Oui, je partirai à l'étranger, ce que j'ai pas fait, que j'ai failli faire et que j'ai pas fait. Pourquoi vous l'avez pas fait? Bon, je pense que c'était plus par confort de rester là plutôt que de partir. J'ai failli partir effectivement faire un stage cabinet d'avocat à New York dans le cadre du PPI que j'ai finalement pas fait. Voilà, je pense plus la barrière de la langue, mais effectivement si j'avais à refaire ça, je referais, partir à l'étranger. Et après sinon, je vois pas trop là ce que je changerais. Si vous aviez un conseil à donner aux auditeurs? Un conseil, alors sur le plan professionnel, enfin sur le plan un conseil, ça peut être alors c'est un podcast sur la profession d'avocat, mais cela dit ça peut mêler du personnel et du professionnel. Le conseil, c'est quand même de faire quand même attention aux débouchés, parce que je pense que ça on nous le dit pas assez à la faculté. Même au début, quand on est à la fac de droit, on n'imagine pas qu'en sortant, on va gagner comme ce que peuvent prévoir les barèmes qu'on peut avoir avec des rétrocessions où on est à 1 500 € net par mois. Enfin, moi, c'était pas l'image que j'avais du métier d'avocat, sauf que ça crée quand même des surprises, donc attention aux débouchés. Et ensuite, non, c'est de vraiment se perfectionner au maximum sur la technique, d'attirer ProChap techniquement et de commencer le plus tôt possible le développement. Parce que ça, c'est long. Et une joie récente? Bonne question. Ben non, ça va être effectivement, c'était l'association il y a peu de temps, mais... Vous avez fêté ça? Oui, on a fêté ça. Mais voilà, oui, ça c'était quand même la concrétisation, c'est la dernière, effectivement, la dernière chose qui était importante, qui a marqué un tournant. Une inspiration? Bonne question. Je ne sais. Une inspiration? Vous avez le temps de réfléchir, il n'y a pas de... Ah non, je sais pas. Ça peut être un auteur, ça peut être une personne. Ah non, là tout de suite, je vois pas. Non. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Ma robe d'avocat que je mets très rarement. Qu'est-ce que je porte? Souvent une robe et des talons. Très bien. Merci beaucoup, Louise. Merci à vous. Si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de laisser un commentaire et une bonne note sur iTunes ou l'application de podcast que vous utilisez pour donner encore plus de visibilité à Fleur d'Avocat. Et bien sûr, merci aussi d'en parler autour de vous. Je laisse aussi l'email de Louise en note de l'épisode pour que vous puissiez échanger avec elle si vous le souhaitez. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.